Bonjour à toutes et tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour une vidéo qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, qui est à l'origine de la série de vidéos intitulée Débuter le 9e âge, les bases du jeu, comment jouons-nous au 9e âge. Tout d'abord, le 9e âge est le descendant d'un wargame qui était Warhammer Fantasy Battle, mettant en scène deux armées dans un monde d'Heroic Fantasy qui s'affrontent sur un champ de bataille, à coups d'épée, de flèches, de magie et de monstres. On utilise pour les mesures l'unité anglo-saxonne, le pouce, qui vaut en gros 2,53 cm. Fort heureusement, le matériel de jeu existe, directement en pouce, pas de souci, vous n'aurez pas à faire le calcul. 9e âge est un jeu de dés et nous allons utiliser des dés à 6 faces, appelés D6. Parfois nous devrons utiliser des D3, donc des dés à 3 faces qui, s'ils existent dans le commerce, peuvent être simulés par un D6. Un résultat de 1 ou 2 donne 1, 3 ou 4 donnera un 2, et 5 et 6 donnera un 3. Comme son prédécesseur, le 9e âge se joue avec des figurines sur socle carré ou rectangulaire, là où la plupart des wargames ont des socles ronds. Cela induit pas mal de règles inédites et notamment la notion d'angle de vue. Une unité du 9e âge va donc être un carré ou un rectangle. Elle a donc des angles. Une unité, et ce sera reproduit chez les figurines solo par mesure d'équité, va avoir un angle avant, deux flancs, un gauche et un droit, et un dos. Ces angles sont calculés à 45 degrés sur la droite et la gauche. Une figurine ne voit que par son angle avant. Certaines figurines sont sur des socles ronds, elle voit donc à 360 degrés. C'est très important de connaître et d'appréhender ce principe-là qui est la base de tout ce qui va être fait dans ce jeu. Pour lancer une partie, il faut tout d'abord vous mettre d'accord avec votre adversaire sur un format, classiquement le 4500 points. Mais tout format reste jouable. Si vous en avez l'opportunité, échangez vos listes en amont du jour J pour vous permettre de comprendre la liste adverse et de poser des questions sur telle ou telle unité, tel ou tel objet magique, capacité, etc. N'hésitez pas aussi à aller lire le livre d'armée de votre adversaire si vous ne le connaissez pas. Tout est gratuit sur le site du 9e âge, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Ensuite, il vous faudra monter un champ de bataille. La taille de la table est classiquement de 1m80 sur 1m20. Vous y adjoindrez des décors selon le map pack ou selon la façon de faire proposée dans le livre des règles. Je vous laisse voir ça et de toute façon on en reparlera dans une vidéo dédiée au décor. Puis les joueurs vont lancer un dé. Un pour le type de déploiement et un autre pour le scénario. On peut bien sûr se mettre d'accord sur ces éléments avant. Si vous avez envie de jouer un King of the Hill sur une Diago, vous le ferez. L'aléatoire n'est absolument pas obligatoire sur ce coup-là. Enfin, chaque joueur va lancer un dé. Celui qui remporte le jet va décider sur quel côté du champ de bataille il va pouvoir se déployer, sachant qu'on se déploie sur les grands côtés de la table, face à face. Ce joueur va ensuite sélectionner les sorts de ses magiciens, puis son adversaire fera de même pour ses propres lanceurs de sorts. Le joueur qui n'a pas choisi son côté va décider qui pose en premier une unité. Au 9e âge, on pose alternativement ces unités. À la fin du déploiement, on pose les éclaireurs et on effectue les avant-gardes. Puis les joueurs lancent un D6. Le joueur qui a terminé en premier son déploiement possède un bonus égal au nombre d'unités qu'il restait à poser à son adversaire. Par exemple, si j'ai terminé mon déploiement en premier et qu'il restait 2 unités à mon adversaire, j'aurai un bonus de plus 2 à mon jet. C'est pour représenter qu'il a eu une meilleure opportunité de placement pour ces unités, puisque moi je ne pouvais pas répondre au placement de ces 2 unités-là en question. Celui qui remporte le jet va pouvoir décider qui commence. Il existe cependant une autre possibilité au 9e âge, celle de tout poser. Vous pouvez le décider à tout moment de votre déploiement, soit au tout début, soit pendant. Vous pouvez alterner des pauses et à un moment donné dire « je pose tout ». Attention, si en tant que deuxième joueur, c'est-à-dire en tant que joueur qui n'a pas choisi le côté de table, vous décidez de poser une unité et que vous dites à votre adversaire de commencer à déployer. Lui peut très bien dire « je pose tout ». Donc si c'est une option que vous voulez prendre, il faut la prendre au tout début. Vous pouvez la prendre en cours de déploiement si vous le désirez. S'il est vrai que votre adversaire pourra tourner son déploiement en fonction du vôtre, vous vous assurez de remporter le jet de dés qui déterminera qui commence. C'est d'ailleurs pourquoi vous devez dire si vous désirez commencer ou non lorsque vous utilisez cette possibilité. Si vous dites que vous posez tout, il faut préciser « je pose tout pour commencer » ou « je pose tout pour te laisser commencer ». Le champ de bataille est prêt, les armées déployées, le scénario connu, et il est temps de commencer la partie. Les 2 joueurs du 9e âge vont jouer en alternance. Classiquement, une partie se joue en 6 tours de jeu, c'est-à-dire 6 tours du joueur 1 et 6 tours du joueur 2. Le joueur dont c'est le tour est le joueur actif. L'autre devient donc le joueur passif. Passif, mais surtout réactif, comme vous le verrez par la suite. Le joueur actif va devoir suivre une séquence de phases précises, sachant qu'on ne peut revenir en arrière sur une phase précédente. Ainsi, toute l'armée doit jouer une phase avant de passer à la suivante. Un tour de joueur se déroule ainsi. Début du tour, phase de mouvement, phase de magie, phase de tir, phase de corps à corps, fin du tour. Une fois que le joueur actif annonce la fin de son tour, c'est au tour du second joueur de jouer. Le début du tour. Cette phase est courte et selon les armées peut même ne pas exister. Toute règle se déclenchant au début du tour, c'est écrit ainsi dans le wording de la règle ou de la capacité, sont à utiliser ici, tout simplement. La phase de mouvement est la plus complexe du 9e âge de par l'utilisation de régiments et de par la règle des angles de vue. Il est à noter qu'en règle générale, aucune unité ou figurine unique ne peut se situer à moins d'un pouce d'une autre unité, ami ou ennemi, ou d'un élément de décor de type infranchissable. Évidemment, il existe des exceptions, on en parlera après. La phase de mouvement se compose de plusieurs sous-phases qui doivent être effectuées elles aussi dans l'ordre.
Il y a la charge, les ralliements, les mouvements obligatoires et les autres mouvements. On va commencer par la charge. Au 9e âge, on commence par déclarer les charges, qui est la seule solution pour venir au contact de l'adversaire et d'engager un corps à corps. Pour pouvoir charger une cible, une unité doit voir la cible, être à portée de charge, ne pas avoir d'obstacle sur sa route, ne doit pas effectuer plus d'une roue. La cible doit donc être dans l'angle avant de l'unité qui veut charger. On résout une distance de charge par la valeur cumulée des dés lancés, en général 2, plus la valeur de mouvement. Ainsi, une cible qui serait à plus de 12 plus valeur de mouvement ne peut être chargée. Donc si vous avez une valeur de mouvement de 4, que votre cible est à 16,1 pouces, vous ne pouvez pas charger, car au 9e âge, à partir du moment où vous êtes strictement supérieur en termes de distance, on compte que vous êtes dans la tranche d'après. 16,1, c'est pas 16, c'est 17. Voilà. Lors d'une charge, on va pouvoir effectuer une roue et une seule. Nous verrons cela par la suite, mais cette roue ne pourra jamais être à plus de 90 degrés, donc un angle droit. Si malgré cette roue, l'unité ne peut passer à cause d'un obstacle de quelque nature que ce soit, la charge est impossible. Vous ne pouvez pas lancer une charge qui est impossible. On notera cependant que pendant la charge, on peut passer à moins d'un pouce d'une unité ou d'un infranchissable, même en le frôlant. C'est l'une des exceptions dont je parlais. On ne résout pas la charge immédiatement, car toutes les charges du tour du joueur doivent être déclarées. En revanche, la réponse du joueur passif se fait à chaque déclaration. Elle peut être de deux natures, tenir ou fuir. Quand l'adversaire tient, il se prépare au combat, et s'il possède des armes de tir, il peut même décider de tirer en contre-charge. S'il décide de fuir, on effectue immédiatement le jet de fuite, classiquement 2d6, sans valeur supplémentaire, et on résout les différentes conséquences de cette fuite, que l'on verra dans une autre vidéo. L'unité qui charge pourra donc tenter soit de les rattraper, soit de rediriger la charge sur une autre cible. Une unité en fuite qui se fait charger n'aura pas le choix de continuer à fuir. On précise quand même qu'une seule unité ne peut charger qu'une seule unité. Entendez qu'on ne peut pas déclarer en même temps « je charge les lanciers et les archers ». Non, c'est « je charge les lanciers, ah il fuit », je peux peut-être donc rediriger sur les archers. Une fois toutes les charges déclarées et les réponses résolues, le joueur actif lance ses dés de charge. Là encore, il décide dans quel ordre il veut résoudre ses charges. Cet ordre peut être différent de celui de ses déclarations. Car en cas de charge ratée, une unité avancera au plus grand nombre donné par les dés en pouces, ce qui peut rendre une charge suivante impossible. La première unité ayant échoué se retrouvant à gêner la seconde. Par exemple, mettons que je déclare deux charges qui ne sont pas sur la même cible. Mais mes unités vont se croiser. Je déclare la charge, je dois faire 10 sur les dés pour la première et je dois faire 8 sur les dés pour la deuxième. Je fais 6 et 1 pour la première. Donc j'échoue à mon jet, puisqu'il fallait que je fasse 10, et là je fais 7. Par contre j'avance de 6 vers ma cible. Rappelez-vous, on se croise. Du coup, je me place devant mon autre unité qui n'a pas encore chargé, mais dont la déclaration a été faite. Vu que au moment où je vais résoudre cette charge, je pouvais la déclarer puisque au moment où je l'ai déclarée, rien ne me gênait. Mais là, j'ai mon unité qui a raté sa charge, qui est devant moi. Je bute dedans, donc je vais faire une charge ratée. L'ordre est donc important, et nous traiterons des charges sur une vidéo dédiée, très certainement un live, où vous pourrez poser toutes vos questions. Après les charges, il y a les ralliements. On rallie les unités en fuite via un test de discipline. Celles qui réussissent se rallient, sinon elles continuent à fuir. Les mouvements obligatoires. Comme leur nom l'indique, ces mouvements sont obligatoires. Il s'agit notamment des rentrées de possibles renforts, comme avec la règle embuscade, ou encore des mouvements aléatoires, et les autres mouvements. Une fois les charges, les ralliements et les mouvements obligatoires effectués, on peut enfin bouger de façon classique nos autres unités. La valeur de mouvement permet de déterminer la distance en ligne droite que peut parcourir une unité. La moitié de cette valeur peut être utilisée pour se décaler, on appelle ça slider, pour utiliser un anglicisme, pour se décaler à droite ou à gauche, ainsi que vers l'arrière. Lors du mouvement, on peut passer à moins d'un pouce d'une autre unité ou d'un infranchissable, mais pas à moins de 0,5. Donc contrairement à la charge qui vous permet de frôler vos unités, ou même les unités ennemies et les infranchissables, là il faut quand même respecter le 0,5 pouces. Si l'unité possède la capacité de reformation rapide, Swift Reform en anglais, c'est le cas notamment des unités qui ont un musicien. Elle peut pivoter sur son centre ou se reformer, c'est-à-dire changer son nombre de figurines par rang. Mettons que vous étiez 20 en rang de 10 sur 2, vous étiez des archers, vous vouliez que tout le monde puisse tirer, et là il y a des mecs qui commencent à se rapprocher un peu trop, et vous voulez vous paquer, donc passer de 5 sur 4, c'est ce qu'on appelle une reformation. Donc, grâce à cette capacité, vous pourrez effectuer un mouvement classique après cette reformation, ou après le pivot, c'est-à dire, vous prenez le centre de votre unité, et vous vous dirigez sur une autre direction, ça peut même être vous retourner complètement, et vous pourrez avancer avec la valeur simple de mouvement. Sinon le pivot ou la reformation est possible, mais ça vous prend tout votre mouvement. Donc en fait, soit vous reformez, soit vous pivotez complètement, enfin vous pivotez dans la direction que vous voulez, mais il n'y aura pas d'autres mouvements. Afin d'aller plus vite, il existe la marche forcée. Ce mouvement est souvent égal au double, mais on verra que c'est pas toujours le cas, mais ne peut être effectué qu'en ligne droite. Alors vous allez me dire, on est d'accord, c'est super, mais la ligne droite, parfois, c'est pas top, je voudrais pouvoir tourner. Eh bien on peut. Et c'est là où on va enfin parler de la roue.
une unité, comme on l'a vu, est un rectangle. Elle a donc des angles. Si je veux que mon unité tourne vers la gauche, j'immobilise mon angle avant-gauche, et depuis l'angle avant-droit, je mesure la distance que je souhaite parcourir dans la direction, donc en la faisant tourner sur la gauche, et en pivotant sur cet angle gauche. Ainsi, mon unité va effectuer une roue. Bien entendu, il n'est pas obligatoire d'utiliser tout le mouvement. Avec un mouvement de marche forcée de 10, par exemple, je me fais une roue qui me coûte 4, et continue le mouvement tout droit de 6. J'aurais fait en tout 10 pouces au maximum, c'est-à-dire la figurine qui est en haut à droite, puisqu'on tourne vers la gauche, elle aura fait 10 pouces, qui est sa valeur maximale de marche forcée, et donc mon régiment aura fait sa roue et avancé un petit peu vers l'ennemi, vers un objectif, peu importe. Et on peut faire autant de roues que possible dans votre valeur de mouvement. Vous pouvez faire une petite roue vers la gauche, puis vous redressez en refaisant une roue vers la droite, mais du coup vous vous retrouvez plus en face de l'adversaire, peut-être que qu'il voyait votre flanc, donc la prochaine charge pouvait être compliquée, là vous êtes mieux remis, et il voit votre face. Les unités solo, comme les monstres par exemple, effectuent des pivots sur leur centre en lieu et place des roues, et peuvent utiliser leur marche forcée. C'est plus simple, et ça rend les figurines solo très intéressantes. À la fin de la phase de mouvement, les unités doivent être au moins à 1 pouce de toute autre unité, ami ou ennemi, ou d'un écart infranchissable. La deuxième phase est celle de la phase de magie, où les sorciers vont pouvoir déchaîner leur puissance. Au 9e âge, chaque joueur possède un paquet de 8 cartes, appelées cartes de flux. Chaque carte possède une valeur de dés de puissance et une valeur de Weltoken, les marqueurs voiles qui vont vous permettre de gagner plus de dés de puissance. C'est le joueur actif qui tire une carte au hasard dans son paquet. Le plus simple, bien sûr, c'est de battre son paquet et de le mettre face cachée, et vous tirez à chaque fois la première carte qui vient. Le premier chiffre donne le nombre de dés de puissance du joueur actif et le nombre de dés de dissipation du joueur passif. Donc c'est le même nombre au début. Ensuite, le joueur actif va gagner autant de Weltoken que le second chiffre, plus 1 par capacité de canalisation de son armée, de channel en anglais, traditionnellement via des magiciens, mais parfois par des objets. Il peut transformer 3 Weltoken pour obtenir un dé de puissance supplémentaire, qu'il ne partage donc pas avec son adversaire, qui vous fera donc, normalement, à chaque phase de magie, plus de dés de puissance qu'il n'y a de dés de dissipation en face. Et il peut le faire jusqu'à 4 fois par phase de magie. Donc on aura maximum 4 dés de plus que le joueur passif. On peut transformer maximum 12 Weltoken. Bien sûr, il faut les avoir pour les transformer. Vous pouvez garder jusqu'à 3 Weltoken de côté pour votre prochaine phase de magie. Les Weltoken ne servent pas à gagner 2 dés de dissipation, mais vous verrez que selon les armées, ils peuvent servir à d'autres mécanismes. Le joueur actif va donc pouvoir utiliser ses sortilèges. Les règles des sorts seront détaillées dans une vidéo dédiée. Pour lancer un sort, dites-vous que le magicien doit bien sûr être à portée de sa cible. Pour certains sortilèges, il faut avoir la cible dans son angle de vue, etc. Vous verrez que comme pour le tir, on ne peut par exemple pas envoyer un blast, donc un projectile magique, dans un corps à corps. Ce genre de choses. Mais ça, on verra ça plus tard. Vous pouvez bien sûr le lire d'ores et déjà dans le livre des règles et dans le Compendium Arcanique, qui est l'ouvrage qui gère les domaines de magie et les objets magiques. Pour incanter un sort avec succès, il faudra lancer 1 à 5 dés, 5 dés étant le maximum, 1 bien sûr le minimum, de sa réserve de dés de puissance pour obtenir la valeur du sort. Chaque sort a une valeur fixe ou une valeur évolutive parce que la plupart des sorts, vous verrez, ont 2 versions du sort, la version amplifiée, comme on l'appelle souvent. Sans quoi c'est un échec. La valeur totale des dés lancés, plus d'éventuels bonus, dus à votre maîtrise de la magie ou à des objets, donne la valeur de votre incantation. Car si vous devez par exemple, pour incanter un sort, faire 7 ou plus, évidemment si vous faites 12, vous réussissez votre sort. On ne s'arrête pas au 7. On va donc calculer l'entièreté de votre jet d'incantation. Mais votre adversaire peut dissiper le sort en question. Si votre sort passe, il peut prendre autant de dés de sa réserve de dés de dissipation pour annuler votre sort. Lui, il n'est pas limité à 5. Pour cela, il doit atteindre le score de votre incantation. Donc si vous avez fait, dans notre exemple, vous aviez un sort minimum à 7+, vous avez lancé, mettons, 4 dés, parce que vous vouliez être sûr qu'il passe, et vous avez fait 12, eh bien, votre adversaire pourra utiliser jusqu'à toute sa réserve de dés de dissipation s'il le désire, et il devra faire 12 ou plus pour le dissiper. Vous allez me dire, autant lancer 4 ou 5 dés à chaque fois, pour assurer la phase de magie. Certes, mais utiliser la magie est périlleux, et parfois les lanceurs de sorts génèrent ce que l'on appelle un fiasco. Si vous obtenez un triple, vous générez un fiasco. Là encore, on en parlera plus dans la vidéo dédiée, mais dites-vous que plus vous utilisez de puissance, plus le risque, bien sûr, de problème est grand. Les dés utilisés pour incanter et dissiper, que la tentative soit un succès ou non, sont perdus, à l'exception des as qui peuvent être récupérés, ça aussi on en parlera. La phase de magie se termine quand le joueur actif ne peut ou ne veut plus lancer de sort, car vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'entièreté de vos dés de puissance, par contre vous ne pouvez pas les retransformer en Weltoken pour les mettre de côté. C'est donc une phase importante, la phase de magie, puisque vous allez pouvoir blesser votre adversaire à distance, mais vous allez pouvoir aussi générer des bonus pour vos unités, des malus pour l'unité de l'adversaire, vous allez même pouvoir dans certains cas créer des unités, invoquer des créatures, donc c'est au-delà du côté fantastique et magique que cela représente, c'est une aide assez substantielle
pendant la bataille. De plus, vu que la phase de mouvement s'est passée avant, vous pouvez mettre vos magiciens à portée de là où les cibles qu'ils désirent avoir, donc c'est quand même une chose assez intéressante. Les sorciers ont parlé, donc on passe à la phase de tir, la troisième phase, qui va donc faire intervenir les unités possédant une arme de distance. Pour pouvoir tirer, il faut voir la cible et être à portée. Jusque-là, ça paraît logique. Des éléments peuvent être occultants et vous empêcher de tirer, d'autres couvrants vous apportant des malus. Tout ceci sera décrit dans la vidéo qui va parler des décors, parce que c'est souvent les décors qui vont vous gêner, donc il faut avoir quand même quelques notions là-dessus. Sachez notamment que on est au 9e âge, on n'a pas de ligne de vue réelle, on ne regarde pas à travers les yeux de la figurine comme dans certains wargames. Au 9e âge, on a 3 types de tailles, on a le standard, on a le large, on a le gigantique, les tailles 1, 2, 3, comme on les appelle parfois, et je vous pose le tableau là, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Selon la taille de la cible, la taille du tireur et la taille des unités qu'il peut y avoir entre eux, il peut y avoir des tirs impossibles, il peut y avoir des tirs avec malus, et il peut y avoir des tirs sans malus. Tout ça, bien sûr, il faut à chaque fois bien mesurer tout cela. On en parlera évidemment dans d'autres vidéos et surtout en live avec vos questions. Les armes de tir ont une valeur de touche et une portée. La portée est la portée maximale de l'arme. La moitié de cette portée est appelée courte portée, et donc l'autre moitié va être appelée longue portée. La valeur de touche est le score minimum sur votre dé, avant malus ou bonus, que vous devez obtenir pour toucher la cible. Donc par exemple, si vous avez une valeur de 4+, ça veut dire que quand vous allez lancer votre dé, un 4, un 5, un 6, c'est une touche. Les sources de malus sont diverses, comme la portée longue, les couverts, les capacités d'unité, de sort, etc. Idem pour les bonus. Selon sa formation, si elle a bougé ou non, et d'autres spécificités, une unité pourra ou non tirer avec ou pas de malus. Donc tout ça est bien sûr décrit dans le livre des règles, je vous invite à plonger dedans, surtout si vous comptez avoir beaucoup de tireurs dans votre armée. Traditionnellement, seuls les 2 premiers rangs peuvent tirer. L'arme de tir possède aussi une valeur de nombre de tirs. C'est le nombre de dés par figurine possédant l'arme que vous jetez. Habituellement, chaque figurine ne tire qu'une fois. Toutes les figurines d'une même unité doivent viser la même cible, idem pour les personnages les ayant rejoints. Sachez qu'il est possible de toucher sur du 7+, car les malus sont parfois nombreux. Pour cela, il faudra obtenir des 6, puis relancer ces 6, et obtenir au moins un 4. Un 4, un 5 ou un 6. Si le score demandé est de 8+, le tir devient impossible. Il y a trop de malus, vous voyez plus rien, ça ne sert à rien de tenter d'atteindre votre adversaire. Certains tireurs d'élite, comme les elfes, peuvent monter à 1+, voire 0+, mais un as est toujours un échec pour toucher. Maintenant que vous savez combien de vos projectiles ont touché, ils doivent blesser l'ennemi. Pour blesser au 9e âge, que ce soit au tir, à la magie ou au corps à corps, on compare la force de l'attaque, donc ici le projectile, à la résilience de la cible. Il est plus simple pour une flèche de transpercer un gobelin que le cuir écailleux d'un dragon. Voici un tableau simple pour connaître le score minimum de chaque dé de blessure pour réussir cette blessure. À savoir, si la force est égale à la résilience, ce sera sur du 4+. Si elle est supérieure d'un point, ce sera du 3+. Si elle est supérieure d'au moins 2 points, c'est du 2+. Là encore, si notre dragon essaye d'écraser le gobelin, il le blessera sur du 2+. En revanche, si la force est inférieure d'un point à la résilience de la cible, ce sera sur du 5+. Et si plus de 2 points en dessous, ce sera du 6. Pour blesser, un as est toujours un échec, un 6 est toujours une réussite. On a toujours une chance de trouver la petite écaille qui a sauté, et la flèche peut s'y loger. La dernière caractéristique d'une arme de distance est sa pénétration d'armure. Elle représente le malus au possible jet de sauvegarde d'armure de la cible une fois blessée. L'armure est une valeur de 0 à x. Retranché à 7, ce score pour avoir la valeur du dé minimal à obtenir pour sauvegarder la blessure et donc l'ignorer. Ainsi, une armure de 2 donne une sauvegarde de 5+. Si votre arme possède une pénétration d'armure, vous la retirez à la valeur d'armure. Dans notre exemple, si le carreau d'arbalète a une pénétration d'armure de 1, l'armure de 2 passe à 1, puisqu'on retire la pénétration d'armure à la valeur de sauvegarde, et donc on passe à 6+, pour réussir le jet de sauvegarde. En gros, il faut un 6. Une armure descendue à 0 ou moins est automatiquement annulée. On ne peut pas faire 7, on ne peut pas faire 8, etc. sur un seul dé. Là encore, un as est forcément un échec. Si une unité ennemie est réduite de moins 25% de ses effectifs du début de phase, elle doit tester immédiatement la panique, via un test de discipline sous peine de fuir. C'est d'ailleurs la même chose en phase de magie. Les pertes à distance peuvent générer une fuite des unités en question. C'est au moment où elle perd 25% de l'effectif qui est au début de la phase que vous faites le test. Ça vous permet, par exemple, si vous avez 2 unités de tireurs, si la première fait suffisamment de dégâts sur une cible, et que cette cible fuit, vous pourrez décider sur votre deuxième unité de tirer sur quelqu'un d'autre, puisque l'unité en fuite devra se rallier, etc. Donc c'est un choix à faire. Une fois que toutes les unités de tir ont tiré, vous avez donc la fin de la phase de tir. Petite précision, dans le 9e âge, nous avons des armes plus puissantes, qui sont les armes d'artillerie, comme les catapultes, qui peuvent
toucher plusieurs personnes, surtout s'il y a un gros pack. Et nous avons des armes qui peuvent pénétrer les rangs, comme les traits de baliste. Mais ça, bien sûr, je vous laisse le découvrir dans le livre des règles, dans la section des armes. Et on en parlera, là encore, suite à vos questions, dans des lives dédiés. Après la phase de tir, nous passons à la phase de corps à corps, celle que l'on aime bien, celle où on va enfin se taper dessus à coups d'épée, de masse, de hache et d'autres joyeusetés. C'est le joueur actif qui va décider quel corps à corps est fait en premier si jamais il y avait plusieurs corps à corps sur la table. On résout un corps à corps en entier avant de passer au suivant. Vous verrez que ça a un impact potentiel sur la partie après. Au 9e âge, les figurines vont taper par ordre d'agilité. Ce n'est pas ceux qui ont chargé qui ont l'opportunité de frapper en premier, forcément. Je prends l'exemple de la communauté de l'anneau, la toute première scène que l'on voit, quand les orques déferlent de la montagne du destin et qui chargent les elfes, c'est les orques qui chargent, mais les elfes ont quand même une agilité supérieure, et donc ils frappent en premier avec ce magnifique revers d'épée. Si les agilités sont égales, on frappe simultanément. Des éléments peuvent modifier cette valeur avec des bonus comme la charge, posséder des lances quand on reçoit une charge, des sortilèges, etc. Idem pour les malus. Pour toucher au 9e âge, on va comparer les capacités offensives de l'attaquant et la capacité défensive du défenseur. Là encore, des malus et des bonus dus à l'équipement, des sorts, des capacités peuvent améliorer ou non ce jet. Si la valeur offensive est égale à la valeur défensive adverse, vous toucherez sur du 4+. Il en ira de même si sa valeur défensive est supérieure de 1, 2 ou 3 points. Par contre, si sa défensive est supérieure d'au moins 4 points à votre offensive, vous ne toucherez que sur du 5 et du 6, bien évidemment. Par contre, si votre offensive est supérieure d'1, 2 ou 3 points, vous toucherez sur du 3+, et à 2+, si elle est au moins de 4 points supérieure. Un 6 est toujours une réussite, et un As, toujours un échec. Pour ce qui est des blessures et des sauvegardes, c'est la même chose qu'au tir et qu'à la magie, donc je reviens pas dessus. D'ailleurs, après la sauvegarde d'armure, et quelle que soit la phase, certaines unités possèdent une sauvegarde spéciale. Une Aegis, ce qu'on appelle plus couramment une invulnérable, soit une fortitude, c'est la régénération, qui ne subissent pas la pénétration d'armure et qui peuvent être tentées après la possible sauvegarde d'armure. Contrairement à d'autres wargames, comme Warhammer 40 000, où vous devez choisir entre votre invulnérable et votre sauvegarde d'armure, vous prenez la meilleure. Au 9e âge, vous avez votre armure, qui va être ou non modifiée par la pénétration d'armure comme on l'a vu, et même si elle est annulée, et après, si vous avez accès avec votre unité à une Aegis ou à une fortitude, vous pourrez donc tenter cette nouvelle sauvegarde. Les deux camps se battent donc, il n'y a pas que les figurines du joueur actif qui se battent, comme je vous l'ai dit, c'est par ordre d'agilité. Le joueur actif comme le joueur passif. À la fin du corps à corps, on détermine le score des deux camps. Là encore, je mets ce tableau pour vous montrer les différents bonus, sachant qu'on gagne un point par blessure non sauvegardée par le camp d'en face. Et vous voyez que charge, bannière, position sur les flancs ou le dos, les rangs complets vont s'ajouter et parfois faire basculer un combat serré vers la victoire ou la défaite. Comparez vos scores. Celui qui a le plus faible perd un nombre de points égal à la différence. Par exemple, si vous marquez 12 et que votre adversaire marque 14, vous perdez de 2. Vous allez donc devoir tester sous votre score de discipline pour savoir si votre unité fuit ou non le combat. Pour cela, il faudra donc lancer 2 dés en les cumulant et faire moins que la valeur de discipline de votre unité, minorée du malus. Donc, vous allez lancer 2 dés, vous allez donc avoir un résultat entre 2 et 12, et vous allez devoir faire en dessous de votre valeur de discipline à laquelle vous allez retirer votre malus. Dans notre exemple, vous perdiez de 2, mettons que vous aviez une discipline de 8, votre discipline tombe à 6, puisque vous perdez de 2, et vous allez devoir donc, avec 2 dés, faire 6 ou moins pour tenir. Si vous faites en dessous ou égal, vous tenez. Si vous faites au-dessus, votre morale flanche et vous fuyez. Évidemment, si le malus de votre combat, là, notre malus, dans notre exemple, il est de 2, mais si vous perdez, mettons, de 10, et que vous avez un commandement de 8, vous tombez donc à vous avez une discipline de 8, vous tombez donc à une discipline de moins 2, il est impossible de faire moins que 2 de toute façon en lançant 2 dés. Donc à partir du moment où vous tombez à une discipline de 1 ou moins, vous fuyez automatiquement. Le gagnant, en cas de fuite, peut donc décider de poursuivre ou non, de se reformer, etc. Si jamais vous ne fuyez pas, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, vous pouvez vous reformer un petit peu, etc. Là, on rentre dans des détails, je vous laisse lire le bouquin, il est très très bien expliqué. Et vous verrez que en poursuivant des fuyards, vous pouvez potentiellement impacter un autre corps à corps, et si ce corps à corps n'a pas été joué, ceux qui viennent d'impacter ce corps à corps vont se joindre à la danse. Et ça peut transformer des corps à corps un peu serrés en grosse boucherie. Tout l'intérêt de, parfois, faire très attention à l'ordre des corps à corps. Cette phase se termine quand tous les corps ont été réglés. Contrairement à la phase de magie, où les mages ne sont pas obligés d'incanter leur sort, et où à la phase de tir, où les tireurs ne sont pas obligés de balancer leurs projectiles, tous les corps à corps sont obligatoires. On est obligé de tous les régler. Et on arrive à la fin du tour. La fin du tour, comme le début de tour, ça peut être une phase où il ne se passe absolument rien. C'est là où on va pouvoir prendre un point d'objectif, où il va se passer certaines petites choses. Ça peut, comme je vous l'ai dit, il peut rien se passer. Et par contre, c'est là où vous annoncez la fin de votre tour,
et on commence donc le tour de votre adversaire. On a fait le tour des bases du 9e âge, j'ai essayé de ne pas trop digresser, parfois il y avait des choses où je suis un peu rentré dans les détails, destinées à ceux et celles qui connaissent déjà certains wargames, pour vous montrer les très grandes différences qu'il y a de mécanismes avec les jeux que vous maîtrisez peut-être, je pense notamment à Age of Sigmar et à Warhammer 40 000. Mais j'espère donc ne pas vous avoir noyé dans les détails, c'était pas le but de la vidéo. Comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, d'autres vidéos vont suivre dans la playlist débuter au 9e âge. Certaines sont déjà écrites, on va passer sur des trucs parfois basiques, parfois très spécifiques, et à chaque fois, je vous demanderai, et même dans cette vidéo, surtout à la suite de cette vidéo, je vous demanderai de poser vos questions. Même si des gens vous y répondent dans cette vidéo, même si moi je vous y réponds, je collecterai toutes ces questions, et quand nous ferons des lives avec notamment Moax, mais avec peut-être aussi d'autres intervenants, quand la situation le permettra, nous traiterons ces questions avec des exemples physiques, avec des exemples de figurines physiques, ce sera plus simple de vous les montrer à la caméra, et vous pourrez même poser vos autres questions, des questions qui découleraient de ce qu'on va vous montrer, de nos réponses, pour poser d'autres questions, et nous y répondrons. Ce sera le mécanisme de ces lives. Donc n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a aucune question bête. On vous dira, la plupart des joueurs du 9e âge vous diront une chose, et c'est vrai, toutes les réponses se trouvent dans le livre des règles, qui est très bien écrit, très bien traduit, mais parfois on peut ne pas comprendre, malgré tout, parce que par manque d'expérience, ou parce qu'on bloque sur un truc. Parfois il faut juste qu'on nous montre, visuellement, avec des figurines, ce qui se passe. Et parfois, il y a des cas qui ne sont pas pensés de base par le 9e âge. Il y a la réponse, mais il faut aller la fouiller un petit peu. Si on peut vous servir à ça, ce sera avec grand joie. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Je répète, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à poser des questions, même si les réponses sont dans le bouquin. On est là pour vous aider à y répondre. Et puis nous, ça nous fera travailler aussi sur le truc. Et parfois, nous, on redécouvre. Même si on a l'habitude du jeu, on redécouvre des trucs. C'est même le cas des gros tournoyeurs. Parfois, ils découvrent des choses. Donc, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. On a dépassé récemment les 500 abonnés sur la chaîne. Donc, c'est très cool. J'espère que on va toucher encore plus de personnes avec ces vidéos-là qui se destinent aux débutants, du moins aux débutants du 9e âge. Je vous dis à très bientôt sur LCN pour d'autres vidéos. Que le hobby soit avec vous.